Aujourd'hui, nous allons pouvoir échanger sur la place du kinésithérapeute dans les parcours oncologiques. Donc, nous avons parmi nous 2 intervenants, Pauline Gintaz, qui est masseur kinésithérapeute à l'Institut universitaire du cancer de Toulouse à l'Oncopole et qui interviendra plus sur le volet prise en charge en milieu hospitalier. Et nous avons également parmi nous Romain Bezombe, qui est masseur kinésithérapeute, mais qui est également élu à l'URPS et qui, lui, interviendra plutôt sur le volet prise en charge en cabinet libéral. Donc, comme d'habitude, ces 2 interventions seront suivies d'un temps d'échange avec vous d'une durée de 15 minutes. Donc, comme vous l'a indiqué Nathalie tout à l'heure, vous avez d'ores et déjà accès au module conversation, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Et puis, je vous propose qu'on commence par l'intervention donc, de Pauline. Pauline, je vous laisse prendre la main sur le partage d'écran. Bonjour, donc je m'appelle Pauline Gintaz, je suis masseur kinésithérapeute donc en milieu hospitalier à l'Institut universitaire du cancer de Toulouse. Et aujourd'hui, donc je vais vous parler de la prise en charge des patients en oncologie. Donc tout d'abord, en tant que masseur kinésithérapeute en oncologie, nous faisons partie des soins de support. Les soins de support, donc c'est l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes atteintes de cancer, parallèlement aux traitements antitumoraux, qui sont déployés afin d'offrir une meilleure qualité de vie aux patients et à leurs proches. Donc du coup, on ne va pas participer par nous-mêmes en fait aux traitements antitumoraux, mais on va essayer d'intervenir sur tous les plans pour essayer d'aider et de faciliter la vie quotidienne du patient, autant sur le plan physique que sur le plan psychologique que sur le plan social. Donc, je ne vais pas énumérer tous les soins de support qu'on a en Oncopole parce qu'on est très nombreux et je risque d'en oublier certains, ce qui serait dommage. Mais c'est vrai qu'on est vraiment une partie de l'hôpital qui est pluridisciplinaire avec des diététiciennes, des psychologues, beaucoup de médecins, MPR, psychiatres, addictologues, algologues. Donc, c'est vraiment une grosse famille, les soins de support, qui nous permet donc du coup de vraiment voir le patient dans sa globalité, dans tous ses aspects, justement, qui peut être social, psychologique, etc. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut avoir une activité qui est coordonnée entre nous. Donc, on peut facilement communiquer et dès qu'on intervient et qu'on voit qu'il peut y avoir une problématique en tant que kinésithérapeute qui est plutôt du domaine social, on peut intervenir et aller demander à nos collègues assistantes sociales. Et c'est vrai pour beaucoup de secteurs et beaucoup de choses à l'hôpital. Donc, c'est très intéressant dans cette situation. Nous, on va intervenir, on l'espère, à toutes les périodes en fait du traitement du patient. Dès le diagnostic, en fait, l'oncologue peut demander à ce que les soins de support interviennent. Je pense notamment à la préhabilitation, parce qu'en oncoréhabilitation, par exemple, on intervient assez fréquemment pour pouvoir permettre aux patients de pouvoir commencer ces traitements dans les meilleures conditions possibles. On va être aussi présent pendant les traitements, puisque c'est souvent la phase aiguë, la phase d'hospitalisation, on va voir les patients au jour le jour. Et enfin, aussi après le cancer, on est présent pendant la stabilisation, la rémission, on l'espère, ou en soins palliatifs. Donc, c'est quelque chose on essaye d'être vraiment présent au cours de la vie du patient à l'hôpital. Je vais d'abord parler de plusieurs aspects en fait qu'on retrouve assez fréquemment en oncologie, en particulier à l'hôpital, et en particulier 2 aspects qui sont très importants et qui peuvent apparaître dès le diagnostic dans les problématiques des patients. Tout d'abord, je vais parler du déconditionnement physique. C'est quelque chose donc, qui peut apparaître dès l'annonce du cancer. C'est ce que nous a montré certaines études, dont l'étude VICAN, Vie après-cancer, qui a montré que la plupart des patients, malheureusement, dès l'annonce du cancer, arrêtaient totalement leur activité physique. Au mieux, ils la diminuent un petit peu et dans seulement 1 cas sur 10, en fait, ils l'augmentent. Donc, ce qui se passe en fait dès cette annonce, dès cette baisse d'activité physique, c'est qu'on arrive dans un cercle vicieux. Donc, c'est le cercle vicieux du déconditionnement. Et ça, c'est un petit peu, pour résumer, le schéma qui est juste là, c'est on arrête de bouger, on a moins de facilité à bouger et on perd en fait l'envie de bouger.
Donc, c'est basiquement, dès qu'il y en a une baisse d'activité physique, eh ben, on va avoir toutes les conséquences de la désadaptation à l'effort qui vont arriver, notamment la baisse de la capacité aérobie, la diminution de la capacité pendant l'effort, mais aussi la diminution des capacités de récupération après l'effort. Tout ça va aussi créer une perte d'appétence pour le patient, pour l'effort. Et en fait, si ce cercle vicieux n'est pas brisé, ça peut vraiment aller assez loin parce que les patients peuvent être touchés dans leur activité de la vie quotidienne. Ça peut aussi avoir une incidence psychologique, ça peut aussi avoir une incidence sociale. Donc, c'est très important de briser en fait ce cycle. Et donc, nous, on va intervenir, mais avec d'autres professionnels de santé au sein des soins de support pour pouvoir, du coup, encourager les gens à briser ce cycle et à limiter et la sédentarité et la baisse de l'activité physique, non seulement au début, en préhabilitation, mais aussi tout au long du parcours. L'autre aspect qui est extrêmement commun chez nos patients en oncologie, c'est ce qu'on appelle l'asthénie. Donc la fatigue, c'est une fatigue en fait qui perdure malgré le sommeil et le repos. Et le gros problème de l'asthénie, c'est que c'est souvent sous-estimé, mal repéré et assez multifactoriel. Donc là, on voit sur ce schéma qui est assez bien construit à quel point il peut y avoir différents aspects qui peuvent intervenir pour provoquer cette asthénie. Ils peuvent être de l'ordre psychologique, biologique, social. Et vraiment, on peut voir en regardant par exemple les aspects psychologiques que dès le début du traitement, en fait, avec une anxiété, une dépression, des pensées négatives, on peut déjà avoir une fatigue en fait qui s'installe chez les patients. Et on voit aussi au niveau social, en fait, que tous les patients donc, ont un support social, un statut, etc., des choses différentes qui peuvent influer et donc être ou plus fatigants ou moins fatigants pour le patient. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, tous ces aspects peuvent entraîner une asthénie. Nous, on est présent justement pour la repérer, pour bien sûr essayer de stimuler les patients parce que malheureusement, cette asthénie, on a très peu de recours d'un point de vue médical. Par contre, le fait de pratiquer une activité, de lutter contre la sédentarité, va nous permettre de lutter contre cette asthénie. Et c'est vrai que là, on voit au niveau du schéma que tous les soins de support sont disponibles et sont possibles pour mettre en place des choses pour pouvoir lutter contre cette asthénie. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire en priorité, non seulement repérer, prévenir et aussi essayer de lutter contre cette asthénie avec les patients. Là, on va parler aussi de la phase aiguë, donc de la phase d'hospitalisation, les patients, là où on les voit quotidiennement lorsqu'on est kinésithérapeute à l'hôpital, notamment la chirurgie, donc la résection des tumeurs. Donc, on peut être présent notamment pour les premiers levés. Alors, on n'est pas systématiquement présent parce que l'équipe médicale fait un travail assez énorme à ce niveau-là. Nous, on va être présent pour les premiers levés qui peut être plus compliqués, par exemple pour des patients qui ont passé un long séjour en réanimation après leur chirurgie, parce qu'il peut y avoir des complications, ou les patients qui ont une atteinte de tout l'appareil locomoteur. Je pense notamment aux patients qui ont eu des résections de sarcome qui peuvent atteindre de façon assez intense l'appareil locomoteur et nous, on va être présent pour pouvoir faciliter en fait les premiers levés. On va aussi être présent donc, pour pratiquer de la kinésithérapie respiratoire. Ça peut être tout simplement de la spirométrie, ça peut être également de la ventilation dirigée, mais ça peut aller jusqu'à du désencombrement, etc. Ce qu'on peut faire pour les patients qui ont des antécédents, par exemple, ou qui ont eu des suites compliquées lors de la chirurgie. Je pense notamment au passage en réanimation. On est aussi présent pour effectuer donc, de la gestion de la douleur. La gestion de la douleur, on va pratiquer tout l'arsenal qui est à notre disposition en tant que masseur kinésithérapeute, autant les massages que les mobilisations, que la stimulation du reste du corps, pour justement continuer à être en mouvement malgré cette douleur. Et on va aussi être là pour faire de la prévention, donc regarder quelles sont les complications cardiovasculaires ou de l'ordre justement de la difficulté, de la douleur que peuvent avoir les patients pendant la phase de chirurgie. On est présent aussi pour faire de l'éducation thérapeutique. J'en parlerai un petit peu plus loin, mais c'est un aspect assez important de notre travail parce que ce qu'on veut, c'est que les patients soient autonomes, apprennent pendant leur séjour et ensuite soient capables de gérer justement au mieux leur cancer pour pouvoir vivre de façon plus facile avec les outils qu'on leur donne.
Et également, donc, on va initier un début de rééducation qu'on essaie de faire en lien avec la rééducation en libéral pour pouvoir justement initier le départ de l'hôpital du patient. En général, pour la plupart des chirurgies, donc on rencontre les patients, on leur fait découvrir un livret d'exercices, on les adapte en fonction des patients, en fonction de leurs capacités, de leurs difficultés, de leurs freins, de leurs antécédents. Et à partir de là, on va construire le début d'une rééducation, ensuite pour passer la main à nos collègues pour qu'ils gèrent ensuite la suite en fait de la rééducation des patients, en espérant qu'ils vont bien faire attention à tout ce qui est cicatriciel, notamment parce qu'on a beaucoup d'adhérence lors des chirurgies en cancérologie, étant donné que non seulement c'est des chirurgies qui sont parfois lourdes, mais en plus parfois on a des irradiations avec de la radiothérapie après les opérations ou avant ou dans cette période. Dans la phase aiguë, une chose qu'on doit gérer assez fréquemment aussi, c'est des douleurs qui peuvent être multifactorielles et vraiment multiples. Heureusement, on a également une équipe de la douleur au sein de l'hôpital qui est présente pour pouvoir soulager les patients à ce niveau-là. Mais nous, on va intervenir également. Donc, notamment, on a dit en post-opératoire. Là, c'est une liste qui est peu exhaustive parce qu'il y a énormément de douleurs qui peuvent être présentes pour les patients. Je pense notamment aux métastases osseuses, qui sont des douleurs très intenses, très difficiles à supporter pour les patients. Et nous, c'est vrai que le principal, c'est qu'on va utiliser tout ce qu'on a à notre disposition pour pouvoir soulager les patients avec des techniques kiné. Mais ce qu'on essaye de favoriser un maximum, c'est le mouvement des patients. Parce que malheureusement, lorsqu'on est douloureux, on a tendance à s'arrêter totalement de bouger. Et nous, on va essayer de favoriser ce mouvement sans douleur, de rétablir la mobilité quand elle a été diminuée ou complètement bloquée à cause de cette douleur. Et on veut vraiment préserver l'autonomie du patient en essayant un maximum de l'aider à ce niveau-là. Donc, j'ai parlé des métastases osseuses, mais aussi fréquemment pour nos patients qui sont sous chimiothérapie, on se retrouve avec des patients qui ont des neuropathies périphériques chimio-induites. C'est des neuropathies qui sont longueur dépendantes, donc qui vont atteindre en priorité les extrémités des mains et des pieds. Donc souvent, ça commence au niveau de la pulpe et ensuite, ça peut remonter. Ça, c'est fonction vraiment de la dose de chimiothérapie, de la molécule de chimiothérapie et du temps que le patient a pu passer en chimiothérapie. Mais c'est vrai que c'est des douleurs qui peuvent être très intenses, ces douleurs qui peuvent être très incapacitantes et les patients, dans ce cas-là, ont tendance à limiter un maximum leur mouvement, tout simplement parce que le fait de marcher sur un pied qui a des neuropathies périphériques avec des douleurs qui peuvent aller jusqu'à 10/10 sur l'échelle d'évaluation de la douleur et qui sont très, très incapacitantes, les patients vont arrêter de marcher, arrêter de bouger. On va aussi avoir des patients qui vont avoir des troubles de l'équilibre, justement parce qu'ils stimulent beaucoup moins en fait leurs jambes, parce qu'ils vont arrêter de marcher à cause de ces neuropathies périphériques. Et ils vont avoir aussi des fontes musculaires à cause de ça, justement parce qu'ils bougent moins à cause de la douleur. Donc, ce qui a été prouvé, c'est qu'en faisant du mouvement, en continuant à marcher, déjà, on diminue l'effet de ces neuropathies périphériques, mais en plus, en fait, ça permet une facilité dans les activités de la vie quotidienne. Donc, nous, on essaye là-dessus de faire de l'éducation thérapeutique. On voit aussi ces patients en oncoréhabilitation tout au long de leur parcours régulièrement pour voir l'évolution des neuropathies et on les voit bien sûr en hospitalisation pour voir l'évolution et leur donner les premières informations, les premiers conseils avant de passer le relais, on l'espère, à nos collègues en libéral. Pareil, je viens de parler un petit peu de la cicatrisation post-chirurgie parce que justement, comme les patients ont parfois eu de la radiothérapie, sont parfois un petit peu anémiés à cause des traitements, on a parfois un retard de cicatrisation, des complications. Donc, c'est vrai qu'on va faire beaucoup de prévention et beaucoup de repérage pour essayer de voir que si la cicatrisation se fait correctement et essayer de permettre aux patients de bouger malgré le fait que la cicatrisation est encore en cours et est parfois difficile. Donc là, c'est assez peu exhaustif parce qu'il y a d'autres douleurs présentes. Je pense notamment aux douleurs liées à l'hormonothérapie pour les patientes opérées du sein. C'est des douleurs articulaires qui sont assez diffuses, qui sont très pressantes, qui peuvent être très incapacitantes. Et nous, c'est vrai qu'on est vraiment présent pour stimuler le mouvement et essayer de soulager ces douleurs.
Un autre aspect sur lequel il est important d'intervenir en tant que kinésithérapeute à l'hôpital, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. À la base, la sarcopénie avait été définie comme une baisse de masse musculaire liée à l'âge. Aujourd'hui, on sait que les maladies chroniques et notamment le cancer peuvent être des causes de sarcopénie. Donc la sarcopénie, c'est une diminution de la masse musculaire, mais également on voit une diminution de la force musculaire et de la performance physique. Donc, quand on voit le schéma, en fait, on remarque qu'il y a beaucoup de causes de la sarcopénie qui peuvent être interliées entre elles, tout simplement parce que lorsqu'on voit la baisse d'apport protéique, je pense à mes collègues diététiciennes qui essayent tous les jours de stimuler les patients pour augmenter leur apport protéique. On sait que dans certains cas, les traitements du cancer ont tendance à diminuer l'appétit. On sait que le cancer en lui-même a tendance à diminuer en fait cet apport protéique et donc du coup, il faut absolument, c'est une urgence justement, essayer de stimuler les patients à l'apport protéique et quand c'est nécessaire, leur donner une façon de s'alimenter différente puisque parfois, nous avons des patients avec des mucites par exemple qui ont du mal à s'alimenter et il faut, c'est une urgence, essayer de recourir à ce fait. Dans les autres causes de la sarcopénie, on voit la neurodégénérescence. Je viens parler des neuropathies périphériques chimio-induites. Elles peuvent participer, elles aussi, à la sarcopénie. Donc, pareil, c'est quelque chose ça devient un cercle vicieux entre le traitement qui va causer des difficultés, qui va entraîner du coup de la sarcopénie. C'est très difficile de limiter ce problème. On voit aussi que la baisse d'activité physique va entraîner de la sarcopénie. Le problème, c'est que par exemple, quand on a des patients douloureux qui ont trop mal, ils arrêtent de bouger et donc du coup, ils vont devenir très rapidement sarcopéniques. Basiquement, en fait, toutes les causes de la sarcopénie doivent être une urgence. Si on rencontre un patient et qu'on voit qu'il y a un aspect qui est problématique chez lui, il faut tout de suite qu'on essaie de faire de la prévention pour justement limiter l'arrivée de cette sarcopénie. Malheureusement, parfois, ce n'est pas possible d'être présent à temps, donc on a des patients en hospitalisation qui sont déjà sarcopéniques, ils ont perdu beaucoup de poids et à ce moment-là, on intervient justement pour initier le début de la rééducation, pour pouvoir justement gérer du renforcement, pour pouvoir essayer de leur faire stimuler les muscles, pour pouvoir créer de la masse musculaire, de la force musculaire. On essaye aussi de stimuler l'activité aérobie des muscles parce qu'il faut vraiment stimuler les deux pour pouvoir permettre de lutter contre la sarcopénie. Et le problème, c'est que c'est quelque chose de long et c'est quelque chose qui est vraiment multifactoriel. Donc, tous les aspects doivent être gérés pour essayer de lutter contre cette sarcopénie. Maintenant, je vais aussi parler de l'aplasie, qui est une des conséquences de la chimiothérapie, qui n'est pas systématique. Toutes les chimiothérapies ne créent pas d'aplasie, mais ça peut être le cas, notamment pour les patients qui sont ici en hématologie à Oncopole. Donc, l'aplasie, c'est une baisse des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Donc, ce sont des patients qui sont dans un milieu protecteur. C'est des patients qui vont avoir une hygiène renforcée. Et donc, du coup, nous, on doit non seulement venir et pratiquer donc, ces règles d'hygiène renforcées, accompagner les patients à les comprendre, à les mettre en place eux-mêmes. Et donc, du coup, nous, on va venir tous les jours pour essayer un maximum, donc, pendant qu'ils sont dans les chambres, parce qu'ils sont limités au niveau du mouvement et de leur environnement. On va essayer de limiter un maximum la fonte musculaire. On va essayer de stimuler le patient, pareil, quotidiennement, à fournir de l'activité physique et à limiter la sédentarité. Donc, c'est sous forme, bien sûr, d'accompagnement de séances, mais on essaye vraiment de les éduquer pour qu'ils puissent le faire aussi de leur côté. On essaie d'anticiper un maximum la reprise de la marche parce que la sortie d'aplasie, quand elle va arriver, on veut que les patients soient capables de continuer à pratiquer les activités de la vie quotidienne. Ça passe notamment par un travail de l'équilibre qui se perd assez rapidement lorsqu'on est bloqué dans une chambre. Et donc, il y a un énorme travail également de prévention, de surveillance pour pouvoir voir s'il n'y a pas d'autres complications qui vont s'installer pendant cette période d'aplasie. Et on va bien sûr effectuer également de l'éducation thérapeutique pour pouvoir permettre aux patients de vivre avec ces difficultés telles que l'aplasie. Là, je vais parler plutôt de l'après-cancer qui peut aussi intervenir pendant la phase aiguë, mais avec un exemple, en fait, celui du lymphœdème, parce que c'est quelque chose qui est assez courant. On a beaucoup de patientes qui sont opérées du sein et qui ont des curages axillaires.
Nous, on fait un travail surtout au niveau de la prévention, donc lorsqu'elles viennent pour leur chirurgie, pour pouvoir leur expliquer comment vivre leur vie avec lymphœdème, donc en continuant un maximum le mouvement, en essayant de ne pas se limiter, donc en essayant de faire ça sans douleur, mais en continuant de bouger. Et on a aussi une grosse part d'éducation thérapeutique à ce niveau-là. Mais on voit aussi les patients en phase aiguë, donc lorsque le lymphœdème est installé, donc on va avoir des séances qui vont consister à faire de la contention, à stimuler la mobilité également, à faire du drainage et aussi, bien sûr, à stimuler l'activité physique parce que pour le lymphœdème, c'est extrêmement important que les patients et patientes le poursuivent. Donc là, j'en ai beaucoup parlé, mais je vais parler aussi de l'éducation thérapeutique, qui est une part importante de notre travail ici. Heureusement, au sein des soins de support, donc on a l'équipe de l'UTEP qui est vraiment dédiée à l'éducation thérapeutique et c'est une grosse part de leur travail qui est très important pour les patients en oncologie. L'éducation thérapeutique, donc les bases de cette éducation thérapeutique, c'est l'andragogie, donc l'apprentissage des adultes. Et donc l'apprentissage se fait un petit peu différemment que pour la pédagogie. Donc on va rechercher à avoir en fait des enjeux concrets. On va vraiment se baser sur l'expérience du patient, en fait, sur son histoire de vie, sur l'histoire de sa maladie, sur ses freins, sur ses avantages personnels, ce qu'il a lui mis en place dans sa vie pour pouvoir lutter contre telle et telle difficulté. Donc on va vraiment se baser là-dessus pour pouvoir l'amener vers un apprentissage, vers le fait de réussir à gérer sa maladie. On essaye, dans le cadre de l'éducation thérapeutique formelle, lors des ateliers, de faire un environnement qui favorise l'échange. C'est un peu plus compliqué quand on fait de l'éducation thérapeutique dans une chambre d'hôpital, mais on essaye un maximum de favoriser cet échange. Et bien sûr, c'est une discipline où il faut favoriser vraiment la bienveillance et l'écoute, parce que c'est souvent des ateliers où il y a plusieurs, des soignants, des patientes, qui peuvent se nourrir de leurs expériences personnelles. Et c'est important d'être dans un climat, justement, où tout le monde va s'écouter, tout le monde va être ouvert justement à l'histoire de chacun et à l'histoire de la maladie de chacun. Donc, je pense que j'ai terminé pour tout ça. Je pense que je me suis un peu trompée sur mon diapositive. Donc, je voulais vous remercier pour m'avoir écouté et je vais passer la main à mon collègue libéral pour la suite. Merci Pauline. Avec plaisir. Romain, du coup, on vous laisse prendre la main sur le partage d'écran. Et puis Oui. peut-être que j'en profite pour rappeler aux participants, vous avez tous accès au module conversation. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure pour alimenter les temps d'échange. Merci. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez tous? Oui, c'est bon, on voit le partage. Oui, c'est bon. Voilà. OK. Alors, je vais juste mettre en rentrée. Allez, c'est parti. Donc, je me présente, je suis Besom Romain, je suis masseur kinésithérapeute. Comme on vous l'a présenté, je suis aussi élu URPS pour les masseurs kinésithérapeutes d'Occitanie. Juste vous préciser, voilà, les URPS sont des organisations régionales pour les professionnels de santé, en l'occurrence les masseurs kinésithérapeutes. C'est une élection qui se fait tous les 5 ans. En l'occurrence, là, on est sur un mandat de 2021 à 2026, à juin 2026. Et donc, ce sont des élections qui sont préparées par des listes électorales qui sont proposées par les 3 syndicats représentatifs des masseurs kinésithérapeutes, auxquels les masseurs kinésithérapeutes uniquement libéraux peuvent participer pour ces élections, mais aussi qui peuvent être sollicités dans différents projets, comme celui-ci dont on va parler aujourd'hui, qui est la prise en charge en fait en cabinet libéral de ces patients qui ont été reçus en oncologie. Donc, je voulais remercier aussi Pauline pour cette présentation très spécialisée du coup de la prise en charge en oncologie, chose qu'on n'a pas forcément nous en libéral. L'intérêt de cette présentation aussi, c'est de voir, de faire le lien entre les structures, on appelle le lien ville-hôpital, c'est-à-dire la sortie des patients qui va s'effectuer vers le cabinet libéral où le patient va être pris en charge pour à la fois des soins de support, mais aussi des prises en charge en massokinésithérapie.
Voilà, qu'est-ce qu'il est important de faire lorsqu'un patient va sortir des structures oncologiques, hein, que ce soit l'hôpital ou même les cliniques, c'est de préparer l'arrivée du patient en cabinet libéral. Cette phase, en fait, est très importante parce pardon, excusez-moi, elle va permettre une sortie de la structure organisée et efficace pour éviter tout simplement l'errance thérapeutique du patient ou alors le refus de soins, de par la difficulté de trouver un kiné qui puisse prendre en charge après le patient dans sa complexité, mais aussi dans son originalité au niveau de l'oncologie. Et on va parler directement voilà, de l'organisation du planning de rééducation qui va être fait avec le cabinet libéral. Pour ça, voilà, il faut qu'il y ait un lien qui soit fait entre la structure et le cabinet qui sera, on dira, sélectionné ou alors enclin à recevoir, de par sa proximité au niveau de l'endroit où habite le patient, ou alors parce qu'il aura été sélectionné parce que il a été identifié comme étant un cabinet où on peut recevoir ce type de patientèle. Dans une deuxième partie, donc, on parlera aussi de la transmission sécurisée des informations du patient. Vous le savez, aujourd'hui, il faut fonctionner avec ce type de problématique où on doit transmettre en fait l'ordonnance au kinésithérapeute de façon sécurisée, que ce soit avec Spico, que ce soit avec voilà, des adresses mail sécurisées que nous sommes tous libéraux obligés d'avoir pour communiquer avec les médecins. Je vais rapidement parler voilà, de l'ordonnance aussi, qui doit être adaptée à la rééducation du patient en cabinet libéral. Pourquoi? Parce que nous sommes soumis à la NGAP, c'est-à-dire des codes qui sont identifiés comme étant ceux de la prise en charge d'un patient. Aujourd'hui, l'oncologie n'apparaît pas. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît dans notre NGAP, à part la scénologie, c'est-à-dire la prise en charge du cancer du sein. Les autres prises en charge ne seront pas identifiées telles quelles. Donc, à la charge de la structure, du médecin, de la structure ou alors du médecin traitant, d'avoir une ordonnance qui soit adaptée au milieu libéral, en précisant voilà, la zone de rééducation ou le membre à effectuer. Dans la transmission sécurisée, on aura aussi, très important, hein, le bilan du patient qui va être effectué en structure, qui est le point de départ, je dirais, de la rééducation de ce patient, et voire même un bilan qui sera fait au plus proche de sa sortie pour mettre en évidence justement les déficits de ce patient et les choses aussi sur lesquelles le kinésithérapeute libéral va pouvoir mettre l'accent en termes de rééducation. On y en rajoutera aussi les examens complémentaires hein, qui sont nécessaires dans certains cas dans la prise en charge du patient, et possiblement aussi les contre-indications de rééducation qu'il y aura en fonction de la pathologie qui sera traitée par le patient. Et ça, voilà, à la discrétion, bien sûr, de la structure et de l'hôpital, bien sûr, de pouvoir en informer le mieux possible le masseur kinésithérapeute libéral sur ces problématiques. Une fois qu'on a reçu du coup le patient à notre cabinet, donc moi je vais être très général, hein, beaucoup moins spécialiste et spécifique que Pauline par rapport à la prise en charge, on va simplement donner les premières choses à faire, on dira, ou les généralités à entreprendre avec ces patients. Tout d'abord, voilà, la rééducation des déficits localisés, très important dans la mesure où au début du traitement, il faut mettre l'accent sur la rééducation de ces déficits fonctionnels locaux dus à la chirurgie, à la radiothérapie ou à la chimiothérapie. Plusieurs éléments à mettre en avant du coup par rapport à ce point, c'est la rééducation des mouvements, chose que tous les kinésithérapeutes savent faire, travailler sur la restauration de la mobilité articulaire et de la musculature périarticulaire, et sur la rééducation post-chirurgicale. Par exemple, on en a assez souvent dans nos cabinets, c'est après la mastectomie ou alors des chirurgies abdominales, à voir aussi sur d'autres prises en charge. La gestion de la douleur, que l'on peut gérer par des techniques manuelles, par de la kinésithérapie respiratoire, par de l'hypnose thérapeutique, que certains kinésithérapeutes commencent à développer par des formations continues qui sont proposées et qui peuvent être adjointes à une prise en charge en kinésithérapie, la réalité virtuelle et l'électrothérapie, souvent décriée, mais qui permet pour beaucoup de patients
de pouvoir traiter et de soulager la douleur. Alors, bien sûr, j'ai mis entre parenthèses type TENS, par exemple, mais il en existe d'autres par rapport à cette gestion de la douleur. Il faudra aussi tenter d'améliorer la fonction articulaire et musculaire. Et dans la phase de rééducation post-radiothérapique, de réduire les effets secondaires comme la fibrose tissulaire et l'altération de la mobilité avec du massage cicatriciel, de la vacuothérapie et de l'endermologie. Donc ça, on le connaît de par nos utilisations que nous en avons au cabinet, avec pour certains qui ont la chance de l'avoir en cabinet, des machines LPG qui peuvent être utilisées, ou d'autres marques, hein, bien sûr, sans les citer. C'est absolument pas le but de faire de la publicité pour cette société, mais je n'ai que celle-là en tête aujourd'hui. Voilà, donc on va pouvoir travailler sur la rééducation des déficits localisés. Une fois qu'on a travaillé sur ce point-là, on va prendre en charge, voilà, de manière plus générale la rééducation avec une prise en charge fonctionnelle et de réhabilitation. Cette phase est importante dans la mesure où il faut, comme je le disais, prévenir les complications post-traitement, la fatigue, le lymphœdème, les douleurs musculaires et améliorer la qualité de la vie donc, de ce patient, la qualité de vie pardon, de ce patient, dans la mesure où il va sortir forcément fatigué de tout ce qu'il a subi après les traitements. Donc, on va s'atteler à le remettre en forme par plusieurs éléments. La kinésithérapie respiratoire pour permettre du coup d'aider à la gestion des troubles respiratoires souvent associés, voilà, comme la radiothérapie thoracique. Le renforcement musculaire, travailler sur la tonification et la réadaptation musculaire afin de contrer voilà, tous ces effets secondaires qui sont liés à la fois à la chirurgie, mais aussi à la chimiothérapie. Une éducation posturale, alors ça, c'est ce que l'on propose de toute façon dans toutes les prises en charge en kinésithérapie, ici avec l'utilisation d'exercices pour améliorer la posture. Pauline a parlé aussi beaucoup, c'est quelque chose sur lequel il faut s'arrêter avec ce type de patient. Bien sûr, c'est la rééducation à l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués, ils sont diminués et forcément, s'ils chutent, ces patients-là ont de grandes chances de se faire des fractures et forcément de compliquer encore plus leur parcours. Dans cette mesure, voilà, on va chercher à éviter, comme je disais, les chutes avec ces patients qui sont déjà très fragilisés. Sur une autre phase, on va prendre en charge de manière plus globale notre patient. Et dans cette phase-là, du coup, on va permettre de prévenir les complications à long terme et de surveiller aussi les éventuelles récidives. On est plus sur une approche holistique, c'est-à-dire la prise en charge aussi des aspects émotionnels et psychologiques du patient, loin de remplacer le psychologue. Mais le patient est à prendre en charge aussi dans sa complexité, dans sa fatigabilité et forcément au niveau psychologique, on va se retrouver avec un soutien psychologique à effectuer avec ces patients, mais aussi tout ce qui est la gestion du stress par rapport à la fois l'annonce de la maladie, ça c'était plus en structure, mais aussi voilà, à la poursuite du traitement et de ce que va être le futur de ce patient. La rééducation aussi du mouvement global, intégrer des exercices qui sont fonctionnels, qui impliquent l'ensemble du corps et la totalité des amplitudes pour favoriser à la fois la mobilité, la force et l'endurance. La prise en charge de la fatigue, Pauline en parlait tout à l'heure, hein, l'activité physique adaptée et modérée en fonction des capacités du patient, toujours en fonction des capacités des patients et non pas en termes de temps qui sera alloué à la séance, ça, peu importe. Il faut qu'il y ait une progressivité, bien sûr, dans tout ce qui sera donné et entrepris. Mais voilà, il faut que cette activité physique soit entreprise avec ce patient pour la gestion de la fatigue. Et ensuite, bon, on en a un peu moins, mais parce que les critères ont changé au niveau du lymphœdème pour l'admission en libéral, mais il en existe encore. Donc la prise en charge spécifique pour prévenir et traiter ce lymphœdème, notamment avec des techniques de drainage lymphatique manuel et des conseils sur l'hygiène au niveau du corps. Le suivi et la prévention des récidives, donc surveillance fonctionnelle, contrôle régulier des capacités physiques du patient en ajustant les programmes de rééducation si nécessaire. Hein. Bien sûr, on est toujours dans cette adaptation au traitement, à la prise en charge du patient et ne pas aller trop vite, trop fort avec ce type de patient pour éviter de le fatiguer trop rapidement et de le perdre aussi en termes de rééducation.
la rééducation préventive, accompagner le patient dans une activité physique adaptée et sécurisée pour renforcer de manière pérenne ses capacités et prévenir les risques de récidive. Voilà, on a vraiment cette prise en charge globale et cette importance au niveau de la prévention, au niveau des récidives. Quelques références scientifiques par rapport justement à l'APA, parce qu'on a, chez les kinésithérapeutes aujourd'hui, on a eu toujours cette capacité d'APA, mais aujourd'hui, elle sort encore plus parce que on a des patients qui viennent à nos cabinets aussi pour faire de l'activité physique adaptée et pour appuyer du coup tout ce que je vous ai dit et toute la prise en charge en APA. Voilà, quelques lignes du coup avec Campbell et Winston Stone, donc, en 2019, qui montrent déjà les effets de l'activité physique adaptée sur les patients oncologiques, mais aussi Grégory Nino, voilà, dans le bulletin d'avril 2020, le bulletin du cancer d'avril 2020, qui met en évidence aussi ces effets bénéfiques avec l'APA pour ce type de patientèle. J'en ai terminé du coup pour cette présentation. Je voulais déjà vous remercier de votre présence aujourd'hui. Je représente encore une fois les libéraux aujourd'hui. Vous allez être du coup sollicité prochainement parce que avec l'accompagnement d'Onco Occitanie, mais aussi du Conseil régional de l'Ordre, nous allons mettre en place du coup une enquête et un recensement des cabinets et des kinésithérapeutes qui seraient enclins à recevoir ce type de patients et qui auraient la disponibilité aussi de recevoir ce type de patients dans leur cabinet. Voilà, les cabinets sélectionnés seront ainsi répertoriés et transmis à Onco Occitanie pour faire le lien, comme je le disais tout à l'heure, ce lien dans la prise en charge de ce type de patients, afin d'organiser le plus facilement et le plus lisiblement, on dira, l'accès de ces patients à la kinésithérapie dans le milieu libéral, chose qui aujourd'hui est assez difficile, on l'a vu, par des contraintes de disponibilité, par des emplois du temps qui sont déjà très remplis, mais voilà, le but est de pas laisser ce type de patients sur le côté et de permettre de continuer à avancer par rapport à leur traitement et surtout d'éviter la récidive et la rechute. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère ne pas avoir été trop confus. Il y a beaucoup d'informations qui vous ont été données, mais de toute façon, voilà, vous aurez toutes ces informations qui seront retranscrites dans le webinaire et que vous pourrez reconsulter par la suite. Merci beaucoup. Merci Romain. J'invite Pauline à réactiver sa caméra et puis on peut peut-être arrêter le partage d'écran. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'ai une petite question déjà de mon côté. Pauline nous a parlé aussi de la préhabilitation. Romain, est-ce que du coup, en milieu libéral, vous accueillez aussi des patients sur ce volet-là? Alors oui, la préhabilitation, comme le précisait Pauline, après je te laisserai la main, Pauline, par rapport à ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que on l'a vu, dès l'annonce de la maladie, on a des patients, bien sûr, qui sont en stress, qui sont en difficulté par rapport à déjà une fatigue qui commence à s'installer. Et dans la préhabilitation, on va pouvoir déjà commencer à mettre en place de l'activité physique adaptée et de pouvoir commencer à traiter peut-être des douleurs qui commencent déjà à exister. Dans les cabinets libéraux, c'est toujours un peu le même souci que l'on a, c'est-à-dire la disponibilité. Aujourd'hui, si on a la possibilité, c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui avec l'URPS sur ce sujet-là, c'est qu'en fait, on veut aujourd'hui axer, et c'est très important, axer l'organisation, le lien ville-hôpital pour permettre justement à ces patients qui souhaitent de la préhabilitation, qui peut être fait bien sûr en milieu salarié, c'est-à-dire en clinique ou à l'hôpital, de pouvoir avoir accès au libéral et au cabinet le plus proche de son lieu de vie.
Nous, c'est vrai qu'on est très intéressés pour avoir des kinés libéraux justement qui vont suivre les patients en réhabilitation, parce que nous, on les voit souvent dès l'annonce, lorsque l'oncologue repère une difficulté particulière, il va nous les envoyer en oncoréhabilitation. Et souvent, c'est des patients qu'on voit régulièrement et on les renvoie souvent en libéral pour pouvoir démarrer leur réhabilitation. Donc, c'est très important pour nous d'avoir des patients qui se sont préparés en fait à leur futur traitement. Merci. Alors, on commence à avoir des questions dans le chat. Donc, déjà, il y a eu une remarque, hein, tous les commentaires dans le chat sont anonymes. Romain, pendant votre présentation, vous avez parlé de cotations spécifiques qui existaient dans le champ de la scénologie. Oui. Donc ça c'est plus pour le cancer du sein, exactement. Voilà. C'est plus le cancer du sein. Donc, forcément, on a une cotation en libéral qui est spécifique au cancer du sein, qui demande du coup la prise en charge de la rééducation de l'épaule, du massage cicatriciel et de la pose d'un bandage sur le bras ou sur le membre du côté qui sera opéré. Donc, c'est aujourd'hui la seule indication, la seule cotation que nous avons en libéral. Aujourd'hui, alors ça va évoluer, hein, on l'espère, hein, parce que cette possibilité, de toute façon, ne va faire que grandir, parce que on s'intéresse aussi à la rééducation maintenant et de la préhabilitation en kinésithérapie. Euh, donc aujourd'hui, voilà, ce qui est intéressant de voir avec le médecin traitant ou le médecin oncologue ou toute l'équipe qui a autour du patient, c'est d'adapter cette ordonnance au milieu libéral en précisant le membre à rééduquer ou le côté à rééduquer ou les membres à rééduquer pour permettre la prise en charge de ce patient en milieu libéral et que ce patient soit remboursé. C'est ça l'importance. C'est qu'aujourd'hui, on peut avoir des cotations qui peuvent être un peu farfelues, mais le patient ne sera pas remboursé. Donc, c'est l'importance de bien pouvoir donner les bonnes informations aux médecins qui vont nous prescrire nous faire les ordonnances pour leurs patients. Ok. Nous avons également une question concernant l'annuaire dont vous avez parlé. Donc, je me permets juste de préciser que Oui. l'annuaire n'est pas encore constitué et que justement, comme l'indiquait Romain, ce travail se fera en partenariat avec Onco-Occitanie et donc, a priori, il sera à terme disponible sur notre site internet. Je vous laisse Exactement, peut-être oui. compléter, Romain. C'est une enquête, donc on est en train de finaliser un petit peu tout ce qui va être proposé. Il y a un groupe de travail qui s'est formé autour de cette proposition de localiser, de géolocaliser les kinésithérapeutes qui sont enclins à recevoir ce type de patient. Bien sûr, tous les kinés peuvent les recevoir, mais encore une fois, le but est de venir organiser la sortie du patient. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire de pouvoir contacter en amont les kinésithérapeutes qui veulent prendre en charge ces patients et d'organiser cette sortie. Donc, l'enquête va bientôt être lancée. On la finalise parce que vous savez toujours qu'il y a toujours des difficultés par rapport au RGPD, à la possibilité de pouvoir informer et de pouvoir partager avec Onco-Occitanie toutes les informations que nous aurons reçues. Donc là, on est en train de travailler sur ça pour être le plus carré possible parce que nous sommes aussi subventionné et on est obligé de devoir rendre des comptes. Et par rapport à ça, ça va bientôt être lancé. Ce répertoire n'existe pas encore. Il va bientôt être lancé. Et tous les masseurs kinésithérapeutes libéraux d'Occitanie seront sollicités. Alors, nous avons également une question. Existe-t-il une échelle d'évaluation pour aider les infirmières d'annonce à orienter vers un kiné en pré ou en réhabilitation? Peut-être Pauline? Oui. Nous, en fait, on a une unité d'onco-réhabilitation, ce qui est assez pratique parce que du coup, on fait les évaluations. C'est vrai que pour les hôpitaux où il n'y a pas ce genre d'équipe, de structure, c'est assez compliqué parce qu'on a des bilans, mais en fait, ils sont spécifiques pour chaque professionnel médical. Des bilans spécifiques pour les kinés, des bilans spécifiques pour notre ergothérapeute, etc. Donc, c'est vrai qu'il existe des bilans, mais c'est assez compliqué de les faire aux patients en fait seuls. Il y a notamment pour la sarcopénie, il y a un bilan qui est assez simple, qui est fait par les médecins parfois. Mais c'est vrai que c'est vraiment facilité par le fait d'avoir une équipe d'onco-réhabilitation pour pouvoir justement envoyer les patients vers les bonnes structures ou la bonne prise en charge libérale. Mais il y en existe, oui, il y en a certains qui sont assez simples.
Je peux essayer de rechercher. Merci Pauline. Il y a beaucoup de questions sur le chat. J'avoue qu'il y en a plus que d'habitude. C'est une très bonne chose. Mes patients que je vois dans le cadre de leur parcours oncogériatrique ont souvent beaucoup de difficultés à trouver une prise en charge rapide pour un programme de réhabilitation en libéral. La solution est souvent le SMR. Oui, oui. Alors, de toute façon, enfin, aujourd'hui, on prône pour le virage ambulatoire, c'est-à-dire assez rapidement, ces patients ne doivent pas rester en structure, notamment les SMR et les SSR, et assez rapidement aller dans les cabinets libéraux. Et encore une fois, voilà, c'est aussi tout l'intérêt de ma présence ce soir, même si je ne suis pas spécialiste en oncologie et en kinésithérapie oncologique encore moins. C'est aussi voilà, de donner des pistes et de mettre en place du coup le lien entre l'hôpital et la ville, c'est-à-dire le cabinet libéral. Aujourd'hui, cette difficulté, elle vient de cette organisation. Si on a quelque chose qui est géré par un calendrier et qu'on arrive assez facilement et qu'on prévoit la sortie du patient, derrière, il n'y aura aucune difficulté pour prendre en charge ce patient en cabinet libéral. D'où l'idée d'avoir un annuaire pour pouvoir orienter plus facilement. Voilà. Alors, gardez-vous des créneaux dédiés au domicile, notamment pour les patients SP difficilement déplaçables. Alors, les patients SP, c'est… Alors, je ne sais pas si la personne qui a posé… Soins palliatifs. Soins palliatifs. Je pense. Merci Nathalie. Alors, avec plaisir. Alors des créneaux dédiés pour des patients, de manière générale, ça c'est certain, pas spécifiquement pour des soins palliatifs. On n'est pas… Enfin, on a une activité libérale, donc ça dépend aussi je dirais, de ce que le patient, de ce que le masseur kinésithérapeute aussi a en termes de patientèle. Donc, il faut pouvoir bien sûr répondre à cette patientèle. Aujourd'hui, de manière spécifique, je ne pense pas et je ne me mettrai pas à la place de mes confrères et consoeurs par rapport à cette question-là. Je n'en sais strictement rien. Une chose est sûre, c'est qu'un kinésithérapeute intervient à la fois au cabinet, intervient chez le patient, hein, à son domicile, il peut intervenir aussi en SMR, en SSR, il peut intervenir en maison de retraite et en centre de repos. Donc oui, mais il n'y a pas on ne nous oblige pas du moins à avoir des créneaux dédiés à ces patients. Merci Romain. Pauline, j'en profite. Vous, dans votre exercice au quotidien, vous avez des difficultés pour orienter des patients pour un relais de prise en charge en ville ou finalement, petit à petit, vous avez créé un réseau avec des professionnels libéraux? Non, on a surtout des problèmes pour les patients qui sont dans des zones en fait où il y a très peu de cabinets libéraux et qui se retrouvent en fait justement à partir dans des SMR parce que justement au niveau de leur petit village, il y a très peu de kinés qui sont présents ou des kinés qui sont sur charge qui ne peuvent pas en fait prendre en charge des patients. Dans ces situations-là, c'est vrai qu'on a tendance aussi, quand il y a plusieurs problématiques, à les envoyer vers des SMR. Ok. Alors, une autre question ou remarque. En première intention libérale, il y a beaucoup de questions des patients-patientes. Comment ça va se passer? Il y a un gros soutien psychologique. Donc ça, vous l'avez abordé, hein, Romain, dans votre présentation avec la prise en charge holistique. Et puis Pauline aussi, vous disiez que finalement, c'est une prise en charge en équipe sur le volet soins oncologiques de support et qu'il ne fallait pas hésiter à s'adresser à ses collègues pour réorienter le patient. Vous, finalement, Romain, en exercice libéral, vous n'avez pas l'équipe soins oncologiques de support autour de vous, contrairement peut-être à Pauline, hein. Du coup, ça se passe comment en ville? Alors, en ville, on a aussi une possibilité de travailler dans ce qu'on appelle l'exercice coordonné, c'est-à-dire de pouvoir travailler à la fois en MSP, donc c'est maison de santé pluriprofessionnelle, en équipe de soins, du coup en ESP, on appelle ça, en CPTS. Donc, on a la capacité, en tant que masseur kinésithérapeute, de pouvoir être entouré d'une équipe avec laquelle on fonctionne pour répondre à ces questions parce que forcément, il va y avoir, comme je le disais dans ma présentation, un soutien psychologique à faire avec ce type de patient, mais aussi il va y avoir d'autres questions qui vont être tournées autour de trouver un psychologue, de trouver aussi un médecin qui puisse accueillir ce type de patient, de pouvoir aussi, selon les soins,
avoir des infirmiers aussi qui puissent venir au chevet du patient pour le traitement du post-opératoire qui a été subi. Et donc, on a la possibilité, on n'est pas isolé forcément dans son cabinet, on a la possibilité, il faut se renseigner par rapport à ça selon la localisation de votre cabinet libéral, de pouvoir travailler sur des parcours, on appelle ça des parcours de santé, autour de l'oncologie, qui sont développés dans quasiment toutes les CPTS et qui peuvent aussi être développés au sein des maisons de santé pluripro ou des ESP. Voilà. Si j'ai répondu à la question. Je pense. Merci. Merci. Alors, encore une question, mais je pense qu'on y a déjà répondu. Nous sommes un SMR oncologie. Nous aimerions savoir comment repérer et rediriger nos patients suite à leur prise en charge dans des cabinets libéraux plus spécialisés dans les problématiques oncologiques, douleurs neuropathiques, lymphœdème, etc. Merci. Alors, ouais, je vais parler déjà d'un aspect, on dira, comment dire, ordinal, d'un aspect légal. C'est qu'aujourd'hui, le kinésithérapeute n'a pas de spécificité, on appelle ça des spécificités, dans tout ce qui est oncologique ou même neurologique. On a des spécificités dans la prise en charge de la rééducation maxillofaciale, respiratoire, urogynéco pour certains, mais on n'a pas de spécialité en kinésithérapie. Donc, pour le moment, voilà, de rediriger expressément vers des cabinets qui seraient identifiés comme étant des cabinets libéraux spécialisés dans la prise en charge de ces pathologies, c'est pour nous impossible et ce n'est pas légal. Donc malheureusement, voilà. Et c'est tout l'intérêt encore une fois, de cette enquête qui va être faite, pas de dire que ces kinés sont spécialisés, où on crée en fait un pool de patientèle qui soit uniquement orienté sur cette pathologie, mais d'identifier voilà, des kinésithérapeutes qui auraient fait des formations continues autour de ce sujet et qui seraient plus enclins et plus orientés à recevoir ce type de patientèle. Après, il y a le réseau des kinés du sein aussi qui est déjà mis en place, mais c'est uniquement du coup pour les cancers du sein. Mais là, il y a un annuaire RKS qui est déjà aussi présent, mais malheureusement pas pour les autres pathologies oncologiques. Exactement. Au niveau ORL? Oui, il me semblait qu'il y avait un répertoire. Je pense au niveau ORL, ouais. Ils sont en train de le faire, mais peut-être au niveau orthophoniste, je crois. Je ne suis pas sûre qu'il soit au niveau kinésithérapeute. Mais je dis peut-être une bêtise. Alors, au niveau kinésithérapeute, on a des sociétés savantes sur, par exemple, la Cyclo-MF, qui est… voilà, c'est ça. Merci, voilà, Romain, qui est pardon. une société savante alors, c'est pas forcément un réseau, mais c'est une société savante qui travaille autour de la rééducation en maxillofacial et qui ont des modules qui sont consacrés à la prise en charge en oncologie de tout ce qui est rééducation maxillofaciale et de la face. Et Pauline, au niveau hospitalier, finalement, vous gardez une prise en charge polyvalente où il y a une spécialisation qui se fait dans les services? On garde une prise en charge polyvalente, mais en fait, c'est de kiné à kiné. Certains d'entre nous se sont spécialisés, enfin, on fait des formations justement spécifiques pour telle ou telle situation particulière, notamment pour la kiné spécialisée dans le cancer du sein ou pour l'ORL. C'est vrai qu'on se forme, mais on n'a pas de spécialisation typique. On est tous normalement capables d'intervenir dans toutes les situations dans l'hôpital. Merci. Alors, une dernière question. N'hésitez pas à en poser d'autres dans le chat. Il nous reste encore 5 minutes. En préhabilitation, avez-vous déjà travaillé avec des HAD? Et puis, il y a un R plus loin. Donc, le R, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Alors, c'est HAD réhabilitation ou réadaptation. Ça dépend du terme qui est utilisé par certaines HAD. Alors, on préfère utiliser le mot R. Comme ça comprend à la fois la rééducation, la réhabilitation, la réadaptation. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, on a toujours eu de l'hospitalisation à domicile pour ce type de patient. Aujourd'hui, en préhabilitation, j'en sais rien. J'en sais rien. J'ai pas de retour direct du terrain. Nous, en tout cas, voilà. Nous, en tout cas, on en a très peu en HAD, oui, soins palliatifs, etc. Oui. Mais HAD réhabilitation, pour l'instant, on n'a pas eu de patients, en tout cas, à mes connaissances, en oncoréhabilitation qui ont fait une HAD réhabilitation.
Merci. Alors, il n'y a plus de questions dans le chat pour l'instant. J'en profite peut-être pour revenir sur la préhabilitation. Pauline, au début de votre intervention, donc vous en avez un petit peu parlé. Est-ce que finalement c'est un passage systématique Malheureusement, ou... non. Ben oui, ça dépend des parcours, j'imagine. Il y a des parcours où c'est plus ou moins bien fléché. Oui, il y a en fait, il y a surtout des parcours où les oncologues identifient le besoin, où donc les patients rentrent dans un parcours et peuvent le faire. Il y a aussi des études cliniques qui sont en cours et donc qui systématiquement proposent à certains types de patients pour l'étude une préhabilitation. Mais malheureusement, non, c'est pas généralisé. C'est vraiment certains patients quand l'oncologue détecte un besoin dès le diagnostic ou dans un cas d'étude clinique spécifique. Et généralement, dans votre expérience, cette préhabilitation, elle se fait plus souvent en établissement ou en ville? On a vraiment les 2. Les On a deux. vraiment, oui, je dirais 50-50 % de patients qui l'effectuent. Ça dépend, du patient en lui-même, hein, de sa fragilité, de est-ce qu'il va pouvoir justement, aller régulièrement dans un cabinet libéral, pendant sa semaine, ou si au niveau du déplacement c'est problématique, mais non, c'est 50-50. Ok. Alors, je vois qu'il y a eu d'autres messages dans le chat, donc 2 messages qui sont plus à titre informatif, je pense. Il y a la spécialité, j'imagine, en DU de lymphologie. On intervient Oui. sur les lymphédèmes secondaires, un traitement de cancer sein, abdos, ORL. A Alors, priori, voilà. oui, On a allez-y. on a plusieurs spécificités du coup qui sont développées hein, qui ont été développées et qui ont été validées par le Conseil national de l'ordre, qui sont la rééducation vasculaire et lymphatique, exactement, qui prennent en charge du coup tout ce qui est la lymphologie en fait, hein, comme il est précisé dans le commentaire. On a, après, je ne vais pas toutes les citer, on a la neurologie, on a la pédiatrie, on a la rééducation maxillofaciale, on a la rééducation pelvipérinéologique, on a l'activité physique adaptée, le sport santé. Donc, c'est des spécificités qui sont précisées au niveau du Conseil de l'ordre, mais encore une fois, on n'a pas de spécificité en oncologie. Et ça, c'est à part peut-être cet item sur la rééducation du cancer du sein, mais c'est la seule chose qu'on a, alors qu'on sait très bien qu'un patient peut être aussi amené à faire de la rééducation pour d'autres cancers. Merci pour ces précisions. Alors, un des participants indique qu'il y aura a priori bientôt une HDR à Nîmes. A priori, il y a une HDR santé relais domicile à Toulouse. Et puis, il y a une dernière question. Utilisez-vous des outils numériques pour la réhabilitation, l'ETP et la surveillance de vos patients? Donc, de Des, manière générale. des outils numériques, je cherche. Euh, Autre que ce qu'on utilise normalement pour faire de la traçabilité, pas particulièrement. Je sais que dans l'hôpital, il y a un casque de réalité virtuelle. C'est ce genre d'outils numériques dont on parle? C'est pas spécifié. Ouais. Oui, a priori, oui. Oui, que nous, on C'est n'utilise pas pas très précis. spécifiquement, mais qui est utilisé justement pour les patients pour pouvoir aider à la méditation. On a un casque d'activité de réalité virtuelle. Et en libéral, selon les possibilités de dépenses d'un cabinet libéral, il y a aussi la possibilité de pouvoir avoir ce type de matériel au cabinet, si c'est possible. Après, des outils numériques pour pouvoir quantifier aussi l'évolution du patient, alors, tout simplement, c'est juste des tableaux, je dirais, Word ou Excel à rentrer en fonction des compétences du patient, de la charge de travail, de la fréquence cardiaque. Il existe hein, des outils numériques pour pouvoir comment dire, quantifier ce travail, mais après, de là à avoir un outil numérique qui englobe tout ça, j'en ai pas connaissance encore. Mais à travailler, très intéressant. Bon, nous arrivons à l'issue de ce webinaire, hein, puisqu'il est déjà 14 heures passées. Merci beaucoup à vous deux. C'était riche en échanges. Merci aux participants parce qu'ils ils ont beaucoup interagi, donc c'était super. Je vous donne peut-être les prochaines dates à noter dans votre agenda. Donc le 12 juin,
aura lieu la prochaine réunion régionale sur les soins oncologiques de support en présentiel à Carcassonne. Donc, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur notre site internet. Et puis, le prochain JO2 aura lieu le 25 septembre. Là aussi, les inscriptions sont ouvertes sur notre site internet. Et la thématique de ce JO2 sera les troubles du sommeil en oncologie.